C'est-à-dire qu'on voit que finalement, l'État est à la merci de la rue. L'État est à la merci des racailles dans les quartiers qui décident si oui ou non il est possible d'organiser un événement, une cérémonie. On se rappelle du Stade de France. Qu'avez-vous pensé des Jeux olympiques? La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a suscité une controverse mondiale. Certains pays ont même censuré des parties de celle-ci. Les critiques ont soutenu qu'elles étaient une moquerie et un blasphème du christianisme en raison de l'inclusion de drag queens et d'enfants dans ce qui semblait être une scène de la dernière scène. Cependant, les organisateurs ont défendu leur choix, affirmant qu'il ne s'agissait pas de la dernière scène et bien sûr, ils ont utilisé la carte de la propagande wokiste avec la bannière de la diversité, de l'inclusivité et de l'équité. Malgré ce contre-coup, un sondage donné par les organisateurs des Jeux olympiques a révélé que 86 % du public français estimait que la cérémonie d'ouverture était une réussite et 96 % ont exprimé une grande satisfaction. Cependant, la cérémonie d'ouverture n'était pas le seul problème noté par le public. Les entreprises situées dans la zone des codes QR ont connu des jours de difficultés en raison de l'accès restreint des clients. Paris a également investi 1,4 milliard d'euros pour nettoyer la Seine, polluée depuis des décennies. Malheureusement, cet effort a entraîné des préoccupations sanitaires pour les nageurs et même certains ont été malades. Il est important de se rappeler que la baignade dans la Seine est interdite depuis 1923 en raison des risques sanitaires. Une autre controverse majeure a surgi avec 2 boxeurs masculins s'identifiant comme femmes qui ont été disqualifiés du championnat du monde en 2023 pour ne pas avoir respecté les normes de test de sexe. Bien qu'ils soient biologiquement masculins, ils ont été autorisés à concourir contre des athlètes féminines, ce qui a conduit jusqu'à maintenant à une médaille pour Iman Khelif d'Algérie. Pour ajouter au tumulte, les récentes élections en France ont soulevé des inquiétudes quant à la stabilité du pays alors qu'il se préparait à accueillir les Jeux olympiques. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Jérémy Marquis du collectif Eros et chroniqueur à TV L'Officiel pour partager son point de vue sur les Jeux olympiques de 2024 en France. Alors, la première chose que je dirais sur cette cérémonie d'ouverture, c'est que ça ne m'a pas surpris. Je ne m'attendais pas à un grand chef-d'œuvre sans propagande politique, sans idéologie. C'était évident. Il eût fallu, si on voulait avoir une cérémonie d'ouverture vraiment impressionnante, historique et belle, confier par exemple ça au Puy du Fou. Ça aurait été plus intelligent, ça aurait peut-être plus reflété la société française, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que le sport, etc. Mais au vu des directions artistiques qui ont été prises, des personnes qui ont été sélectionnées pour faire cette cérémonie, j'étais pas surpris qu'il y ait tant de propagande politique à l'intérieur. Alors, tant la scène, en effet, alors blasphématoire, moi je l'avais dit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le blasphème en tant que tel qui me dérange. Le droit au blasphème est autorisé en France, on l'a défendu à l'époque de Charlie Hebdo, voilà, le droit au blasphème existe et depuis la Révolution française, il est autorisé. Le problème de cette scène qu'on a vue avec des drag queens, avec des enfants, etc., c'est justement les drag queens, c'est justement la propagande LGBT et woke. On peut blasphémer, mais pourquoi utiliser des gens qui ne représentent finalement personne dans la société, des gens auxquels personne ne va s'identifier? Je veux dire, les drag queens et les gens qui s'identifient à des tables et des chaises, ça représente quoi dans la population française en termes de pourcentage? C'est personne. Et pourtant, on met ces gens-là en avant comme s'ils représentaient la société française. Moi, je comprends qu'il y ait énormément de gens qui se disent « mais je ne veux pas être représenté par cela ». Sur le reste, je note qu'il y a très peu de personnes qui ont quand même fait remarquer qu'il y avait la Palestine, la délégation palestinienne qui a participé aux Jeux Olympiques, donc un pays, un État, même s'il n'est pas reconnu, qui est dirigé par une organisation qui est terroriste, qui est islamiste et qui prône la charia. Donc on a d'un côté, enfin, on ne peut pas à la fois faire l'éloge d'une délégation qui prône la charia avec à côté, dans la même cérémonie, des drag queens et des LGBT. Parce que ces gens-là ne sont pas compatibles dans la réalité. Et pourtant, on a fait l'éloge de cette délégation palestinienne qui a été acclamée, etc., alors que dans le même temps, la délégation israélienne a été huée.
Pourtant, en termes de valeurs occidentales et en termes justement de liberté sexuelle et individuelle, comme je le dis souvent, les queer for Palestine, espérance de vie à Gaza, 3 minutes. Hein. Donc on ne peut pas, à un moment donné, faire à la fois mélanger cette propagande immigrationniste, islamiste, et dans le même temps la woke culture, le LGBTisme. Donc finalement, la cérémonie d'ouverture des JO, c'est un condensé de tout ce qui ne va pas dans notre société. C'est-à-dire une perte d'identité, une perte de ce qu'est la culture et ce que sont les valeurs occidentales, et en fait l'éloge d'un espèce de mondialisme qui a atteint son paroxysme, immigrationniste, tolérant, multiculturel. C'est le multiculturalisme qui a atteint son paroxysme dans cette cérémonie d'ouverture, et donc je suis triste que la France soit vue de cette façon-là aux yeux du monde, parce que c'est pas ça la France. Qu'est-ce que vous pensez justement de la grosse polémique autour de les deux boxeurs, boxeuses? Mais chromosomiquement, génétiquement parlant, ces gens sont des hommes. Ce sont des hommes. Donc, si vous voulez, à un moment donné, le problème, c'est qu'on assiste là aussi à de l'antiféminisme. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le tweet de Sandrine Rousseau, là. Sandrine Rousseau qui a expliqué, qui a soutenu cette boxeuse algérienne, et puis il y en a eu une autre aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre athlète qui est en fait qui est un homme transgenre. Elle les a soutenus. Mais donc du coup, Sandrine Rousseau et les néo-féministes d'aujourd'hui soutiennent le fait qu'on puisse taper sur des femmes, enfin l'injustice contre les femmes, c'est de la discrimination contre les femmes. C'est injuste pour ces femmes-là, pour cette Italienne-là qui a été boxée. Enfin, on lui a gâché et on lui a interdit sa compétition, puisque comment voulez-vous qu'elle gagne face à un homme? Forcément, il n'y a pas les mêmes... je veux dire, c'est pas possible. Donc c'est de l'antiféminisme. Des femmes ont choisi, des féministes aujourd'hui, l'extrême gauche française, les femmes de l'extrême gauche française ont choisi d'abandonner les femmes au profit d'un espèce de nouveau combat de transidentité, théorie du genre, woke culture. Et donc finalement, ces gens-là sont les pires ennemis des femmes. Sandrine Rousseau est la pire ennemie des femmes occidentales aujourd'hui, parce que non seulement elle autorise ce genre de choses qui fait que des hommes peuvent combattre des femmes lors de compétitions sportives, elle fait l'éloge de l'islamisation, qui est quand même, je pense, le plus dangereux pour les femmes aujourd'hui en Occident, et pour la liberté des femmes. Donc ces gens sont dangereux pour les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont de féministes? Le féminisme, c'est l'égalité homme-femme, et c'est que les femmes soient libres et égales dans la société. C'est ça le féminisme. En fait, la France a basculé dans une forme, on l'avait vu d'ailleurs en 2020 pendant la crise sanitaire, c'était un petit peu le même procédé, les codes QR, interdits de sortir, etc. On a aujourd'hui un État qui est finalement extrêmement fort avec les faibles et faible avec les forts. Hein, donc quand il s'agit de privation de liberté, de fermer des rues entières, d'empêcher les commerces de travailler, comme là pendant les Jeux Olympiques, de mettre des QR codes en place, ça l'État sait faire. En revanche, le trafic qui tue la vie de certaines banlieues en France, ça, personne n'en parle et personne ne fait rien. Des zones de non-droit où la police ne peut même plus rentrer aujourd'hui, des banlieues qui sont entre les mains à la fois des trafiquants et à la fois des islamistes, personne ne dit rien, l'État est incapable, par peur et par lâcheté, d'aller régler leur compte à ces gens-là. Hein. Par contre, on va aller emmerder le petit commerçant, le restaurateur parisien, l'homme qui habite dans Paris, qui va devoir utiliser un QR code. Lui, on va savoir l'emmerder. Et puis, sur la Seine, quand je vois qu'on a dépensé quand même 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, alors que tout ça pour ça, finalement, pour avoir une image de Anne Hidalgo et de la ministre des Sports qui se baignent dans la Seine. Voilà, super. Puis on a appris en plus que le jour où Anne Hidalgo s'est baignée dans la Seine n'était pas baignable. Donc il se peut finalement que Anne Hidalgo ait attrapé une maladie en se baignant dans la Seine. Il y avait des doutes au niveau de la hausse du taux de criminalité pendant les Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? La hausse de la criminalité, d'autant plus dans les régions périphériques, c'est-à-dire dans le Paris extra-périphérique, était prévisible parce qu'il y a eu une telle concentration. La plupart des forces de l'ordre ont été mobilisées pour sécuriser les Jeux Olympiques à l'intérieur de Paris. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un manque de forces de l'ordre énorme sur tout le reste du territoire, y compris en Île-de-France, à l'extérieur du périphérique parisien.
Et donc forcément, les délinquants, les racailles qui sont là toute l'année, en profitent à cœur joie, puisque il n'y a plus de moyens de police nécessaires pour assurer la sécurité partout. Et puis, de toute façon, à partir du moment où vous organisez une cérémonie et des Jeux Olympiques dans une région, en l'occurrence l'Île-de-France, qui a eu un changement démographique tel, avec une délinquance telle, je veux dire, quand on va même dans le 18e, dans le 19e arrondissement de Paris, il n'y a quasiment plus d'Européens. Il y a une surreprésentation de la délinquance au quotidien. Donc forcément, à partir du moment où vous organisez ces Jeux Olympiques dans ce territoire-là, il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une hausse de la délinquance, parce que les délinquants, les racailles, vont profiter de l'afflux de touristes, etc., pour justement commettre des délits, sans qu'ils ne soient jamais d'ailleurs inquiétés de quoi que ce soit, puisque de toute façon la police a abandonné. Ce n'est pas de leur faute, hein, je n'incrimine pas les policiers, ça vient évidemment d'au-dessus. Si le RN avait gagné, on aurait pu avoir en effet des émeutes dans certaines banlieues. Et ça, je pense que c'était un scénario qui était extrêmement craint par le gouvernement. D'ailleurs, il y avait eu des rumeurs comme quoi le comité olympique avait émis des hypothèses comme quoi si les résultats de l'élection présidentielle n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on espérait, donc en gros la victoire du camp macronien, et que si le RN passait, il faudrait peut-être décaler les Jeux Olympiques. Il y avait eu cette rumeur qui avait circulé à un moment donné. Mais quand on a vu, par exemple, quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière dans les banlieues en France avec les émeutes suite à la mort du délinquant Naël, s'il s'était produit exactement la même chose il y a 2 semaines, comment on aurait fait? C'est-à-dire qu'on voit que finalement, l'État est à la merci de la rue. L'État est à la merci des racailles dans les quartiers qui décident si oui ou non il est possible d'organiser un événement, une cérémonie. On se rappelle du Stade de France où les supporters ont été attaqués, volés, pillés par des bandes de jeunes que Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, avait appelé des supporters anglais. Hein, alors qu'ils n'étaient ni supporters ni anglais. C'est très agréable pour nos amis britanniques. Donc voilà, c'est désolant. On assiste progressivement, et ces élections législatives l'ont une fois de plus démontré, qu'on va de plus en plus vers ce scénario, c'est-à-dire deux France finalement, et 2 visions de la France qui vont s'affronter et qui mèneront probablement à un affrontement civil, même comme on voit actuellement au Royaume-Uni. Et ce qui se passe au Royaume-Uni depuis 3-4 jours là est extrêmement révélateur parce que le Royaume-Uni a quelques années d'avance sur nous, et c'est extrêmement révélateur sur ce qui va arriver au continent européen, et donc à la France dans quelques temps, parce que aujourd'hui les Britanniques sont beaucoup plus envahis que nous en termes de remplacement de population, d'islamisation. Moi j'ai été extrêmement choqué de voir dans les rues de Londres des gens appelant à la création d'un califat islamique, chantant des chants du Coran, etc. Enfin, et en France, c'est le scénario probable, en tout cas le plus probable dans les prochaines années, et c'est d'ailleurs ce que reflète la nouvelle Assemblée nationale. Finalement, l'Assemblée nationale reflète ce qui va se passer dans la rue demain. Et donc c'est extrêmement inquiétant. Et d'un autre côté, c'est porteur d'espoir, parce qu'on se dit finalement tout n'est pas perdu, il y a encore des Britanniques qui se réveillent. Moi je me demandais ce que faisaient justement les Britanniques, je voyais ce pays en train de mourir et je me disais mais quand est-ce qu'ils vont réagir? Et là ils réagissent, donc finalement ça donne un peu d'espoir. On se dit tiens, il y a encore des gens qui sont un peu éveillés et qui disent on est là, on existe et on ne veut pas disparaître. N'oubliez pas d'aller sur franceonfire.com. Sur ce site web, c'était notre site web pour essayer de ramasser de l'argent pour nous aider à défrayer nos frais reliés à notre voyage en France que nous avons fait dernièrement, moi et Guillaume Roy, mon collègue, pour couvrir les élections de France 2024. Donc, c'est encore le temps si vous voulez nous aider non seulement à défrayer les frais reliés à notre voyage, mais également faire en sorte que nous gardons les lumières ouvertes chez Rebel News. Allez sur franceonfire.com et donnez ce que vous pouvez. Chaque dollar compte. Merci beaucoup.